Bonsoir. Ok, donc juste pour rappel, les soirées 3M, c'est un type de soirée qu'on a monté l'an dernier, qui parle de motivation, de morale, de bien-être, de management, donc un petit peu différent des sujets techniques ou des sujets ludiques. Euh, Première session avait été animée de main de maître par Michel, qui nous a fait un petit rappel sur le tribal leadership, sur un peu la motivation, sur les grands thèmes de, de ces concepts de soirée 3M. Et ce soir, je vais vous parler plus particulièrement de la motivation et du tout ce qui se cache derrière cette motivation et la vérité sur ce qui vous motive. Pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Olivier Leland, je suis coach agile au sein de SOAT Agile, au sein du département DEI, donc le département d'expertise et d'innovation. Ça fait un peu plus d'un an que je suis coach agile. Et donc c'est quoi être coach agile? C'est simplement essayer de transformer, ne pas essayer même, faire transformer des équipes, transformer des entreprises, afin d'améliorer des process, afin de redonner de la motivation aux gens, du bien-être, et faire en sorte que les gens ils travaillent mieux, plus efficacement, et qu'ils développent de meilleurs produits. Voilà, je vais poser les grandes bases. Donc, pourquoi ce sujet de la motivation? Je reparle un peu de mon expérience personnelle, et je suis parti à la base d'un constat assez édifiant que j'avais vu de plusieurs études, qui arrivaient toutes à la même conclusion, c'est que 4 personnes sur 5 sont pas motivées pour aller travailler et ont du mal à se lever le matin pour aller bosser. 4 personnes sur 5. Donc c'est quand même un constat assez alarmant. Et moi-même, à une époque, j'ai subi un petit peu ça. J'avais toutes les peines du monde à me lever. J'étais pas motivé pour aller travailler, pour aller faire ce qu'on me demandait. J'avais un sentiment de vraiment de démotivation. Je n'arrivais pas à m'impliquer dans ce que je faisais. Et je me suis posé un peu la question de savoir, mais qu'est-ce que la motivation au final? Et donc c'est ce que je voudrais vous faire partager avec vous ce soir. Petite introduction sur la motivation. Qu'est-ce que la motivation au final? Tout d'abord, on a un premier type de motivation, qui est la motivation basée sur des envies primaires. On a faim, on a soif. Ça, c'est la motivation biologique. Tous les besoins biologiques. Ensuite, une autre forme de motivation très célèbre et très connue, le célèbre bâton carotte, donc récompense et punition, qui est largement utilisé dans les entreprises depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, donc une motivation extérieure à nous-mêmes. Jusque dans les années 40, on était persuadé que pour motiver les gens, il fallait leur promettre une récompense ou les punir pour les driver dans une bonne direction. Mais en 1949, le professeur Harlow, qui étudiait justement le comportement des singes, a remarqué quelque chose d'assez perturbant. Il donnait un casse-tête très simple à résoudre aux singes, et il n'a pas donné de récompense aux singes. Pas de banane. Pas de banane pour les petits macaques. Et pourtant, contrairement à toute attente, les singes réussissaient le casse-tête en moins d'une minute, et ils prenaient visiblement plaisir à résoudre un casse-tête, alors que ce casse-tête n'apporte rien, aucune récompense pour les primates. C'est assez stupéfiant quand même. On se dit, mais c'est bizarre. D'habitude, les animaux, c'est le réflexe de Pavlov, on veut les punir, on veut les récompenser pour qu'ils fassent quelque chose. Et là, c'était pas le cas. 20 ans plus tard, une personne très importante, qui est Edward Deci, qui a mené de nombreux travaux sur le sujet de la motivation et du bien-être, a fait une expérience, justement, en essayant de valider les expériences de Harlow 20 ans plus tôt sur les primates. Là, on va les valider sur d'autres primates, qui sont les humains. Avec le cube de Soma, un cube très simple,
Et le but de l'exercice était de pouvoir, on va dire, créer des formes imposées. Deux groupes de personnes, de volontaires, ont participé à l'expérience. Le premier groupe n'a pas de récompense. Le deuxième groupe a eu pas de récompense, une récompense, et ensuite, à la fin, troisième itération, on supprime la récompense. Lequel des deux a surperformé? Eh bien, contre toute attente, c'était le groupe qui n'a pas du tout eu de rémunération qui a eu les meilleurs résultats. Donc là-dessus, il fait une découverte très importante, parce qu'il se dit, la motivation humaine, elle n'est pas que biologique, ni extrinsèque. On va parler de motivation intrinsèque. Donc voilà le petit aparté sur les expériences qui nous ont mené à cette découverte un peu stupéfiante. Je vais revenir après un petit peu aux origines de la motivation. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On revient 20 ans en arrière, petit flashback 20 ans en arrière. Rappelez-vous, 95, il y a un éditeur qui est sur le marché, qui est numéro 1 mondial, et qui va essayer de sortir une encyclopédie la plus complète possible. Il allonge des millions et des millions sur la table, le projet est faramineux, ils sortent des encyclopédies, et à côté de ça, il y avait un embryon de... Si je vous dis, à côté de ça, ok, on va faire plutôt un projet bénévole qui n'apporte pas d'argent, auquel tout le monde peut contribuer, et créer l'encyclopédie de manière itérative. Et ben, 20 ans plus tard, Encarta, qui s'en souvient encore? Quelques-uns s'en souviennent. Qui utilise encore Encarta? Ok. Mais toi, t'es un collectionneur, c'est pour ça. Et donc voilà, malgré cette imposante force de frappe, malgré tous les moyens pécuniers mis sur la table, c'est le projet gratuit qui a gagné. Étonnant quand même. La motivation extrinsèque, le bâton carotte, pose 3 problèmes, justement. Premier problème, justement, c'est au niveau organisationnel. Comme l'exemple d'Encarta, comment est-ce que une entreprise qui a un tel pouvoir peut se faire battre par un groupe de bénévoles? L'exemple de l'open source aussi, c'est frappant, avec Linux. On assiste à tout un ensemble de créations, des collaborations créatives qui sont gratuites. Les gens sont super motivés et pourtant il n'y a pas d'argent en jeu. Il n'y a pas la récompense, il n'y a pas la carotte. On a aussi des comportements un petit peu pas naturels, selon les idées reçues. On écoute de la musique pendant des heures, on peut pratiquer un instrument pendant des heures, mais on ne va pas devenir la nouvelle rockstar pourtant. Ça ne nous apporte pas cette récompense. Le professeur Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, nous indique aussi, du coup, que on n'agit pas toujours selon un calcul rationnel et égoïste. Et tout ne converge pas vers le profit et la maximisation de la richesse. Enfin, troisième problème, c'est sur la nature des activités. Le bâton carotte pouvait marcher très bien sur des activités de type plus mécanique, algorithmique. Là, ça marchait plutôt pas mal. Mais dès lors qu'on a intégré des activités heuristiques, des activités créatives, on pense à l'art, bien sûr, mais on pense aussi au développement. Les développeurs sont des gens créatifs. Et là, bizarrement, ça ne marche pas. C'est pas aussi efficace qu'on le voulait. Ainsi, je vais énumérer justement quelques-uns des péchés capitaux, les 7 péchés capitaux de la motivation extrinsèque. Rappel, motivation 2.0, la récompense, elle encourage une activité, la punition, la décourage. Alors là, je suis sûr qu'en voyant la photo, tout le monde a le générique de Tom Sawyer dans la tête. Tom Sawyer. Ok. Et donc travailler, c'est faire tout ce qui nous est imposé et s'amuser exactement l'inverse. En fait,
l'image ici, ça représente en fait un épisode de Tom Sawyer dans lequel le petit Tom se voit imposer de repeindre toute une palissade. Il repeint la palissade et puis il y a son pote qui vient le voir et qui dit qu'est-ce que tu fais Bah viens jouer au foot avec nous. Et là il se dit non, je peins la palissade, on m'a donné cette mission, c'est super bien, c'est génial. Et son pote remarque qu'il a l'air complètement envoûté et passionné par ce qu'il fait. Et du coup, il se met à vouloir peindre aussi avec lui. Il dit vas-y, je veux participer à l'aventure, je veux peindre la palissade avec toi. Ok. Et il y a aussi ses petits camarades qui arrivent un à un. Et à la fin, il se retrouve à 5-6 à peindre la palissade et Tom Sawyer il fait plus rien. Il les regarde faire, il est là, ok super. Donc la morale de l'histoire, effectivement, c'est travailler, c'est faire ce qui nous est imposé et s'amuser exactement l'inverse. Derrière, on va arriver sur les péchés capitaux. Premier péché capital, la motivation extrinsèque peut annihiler la motivation intrinsèque. On va prendre l'exemple d'un petit groupe d'enfants qui jouent au foot dans le parc. Il y a un psychologue américain qui a tenté une expérience justement. Il observait chaque jour, à la même heure, les jeunes, ils faisaient leur petit foot ensemble. Et un jour, il leur a dit « Ok, je vous paye $1 chacun pour jouer au foot. » Alors les gamins, ils disent « Ok, ils continuent à jouer au foot. » Et à chaque fois qu'ils venaient, hop, $1. Et un jour, donc il a fait ça sur une semaine, et un jour, il arrive, et les enfants viennent, on peut avoir le $1 pour jouer? Et là, le mec il dit, non. Réaction des gamins, on va pas jouer pour rien, et du coup on s'en va. Et ils ont arrêté de jouer au foot. Donc voilà, la récompense attendue a totalement annihilé la motivation intrinsèque de ces petits loups. Les petits loups. Une autre étude aussi a montré que cette motivation pouvait réduire la performance. Sur une étude avec des équipes d'Indiens, en fait, qui ont essayé de résoudre en fait, des activités avec un objectif de performance à la clé, et une récompense. Il y avait 3 groupes. Le premier groupe n'avait pas de récompense, le deuxième groupe avait une petite récompense, et le troisième groupe avait une récompense de l'ordre d'1 mois de salaire pour participer à l'expérience. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est le groupe qui a eu la petite récompense et le groupe qui n'a pas du tout de récompense qui ont vraiment éclaté le troisième groupe. Qui eux se sont sans doute tellement mis la pression sur cette récompense attendue qu'ils ont raté. Troisième péché capital, le bâton carotte bride la créativité. Autre expérience, on a la célèbre boîte d'allumettes avec la bougie et les punaises, et on demande à des gens de faire tenir la bougie debout sur la boîte d'allumettes, et que la boîte d'allumettes ne doit pas toucher la table. Et encore une fois, c'est l'équipe de volontaires qui n'était pas obnubilée par l'argent qui a réussi à surmonter le problème. L'équipe à qui on a promis une récompense n'était pas aussi créative, n'a pas vu la solution et n'a pas réussi le problème. On continue dans les péchés capitaux avec une bonne conduite qui peut être découragée par un bâton et une carotte. C'est triste quand même. Expérience suédoise cette fois-ci. Nous avons des donneurs de sang à qui on fait une promesse d'argent. Est-ce que si on incite les gens à venir et à promettre une récompense s'ils donnent leur sang, si on les incite à donner leur sang comme ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y aura plus de personnes à donner leur sang? Ils ont fait l'expérience. Si vous venez donner votre sang, on vous offre 20 €. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la moyenne de gens qui étaient autour de 60% de donneurs de sang est tombée à 30%. Totalement contre-intuitif de ce qu'on aurait pu penser à l'époque. Donc voilà, la bonne conduite initiale où les gens étaient volontaires s'est transformée en finalement
Bah, une non-action. Ah, inciter à tricher. S'il y a des parents dans la salle, ça va vous plaire. Une crèche se plaignait que certains parents arrivaient en retard après la fermeture de la crèche. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont mis un écriteau à l'entrée de la crèche en se disant avertissement, si vous récupérez votre fils, votre fille, après les heures d'ouverture, vous aurez une amende de 15 euros. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Eh ben, il y a eu beaucoup plus de parents qui finalement laissaient leurs gamins plus tard à la crèche. Parce qu'ils pensaient, inconsciemment, que finalement, on paye un service supplémentaire avec 15 euros. Je mets 15 euros de plus sur la table, comme ça me permet de récupérer mon gamin sur la table. Donc on a complètement triché sur la façon d'agir. Avant-dernier péché capital, la récompense peut engendrer une accoutumance. On en veut toujours plus. Des études ont montré que le cerveau sécrète les mêmes hormones, le même état d'esprit quand on promet une récompense ou quand on s'injecte de la cocaïne. C'est le même mécanisme derrière. C'est pas les mêmes effets, mais c'est le même mécanisme. On crée une accoutumance à la récompense. Et qu'à un moment donné, on en veut toujours plus, plus, plus. Et tout ceci conclut au dernier péché capital, qui est qu'en fait, finalement, le bâton carotte favorise un raisonnement à court terme. On vise uniquement cette récompense, mais on vise pas à long terme, sur une stratégie à long terme. Pourtant, la carotte, elle a du mérite parfois. Il y a parfois où on peut quand même utiliser à bon escient cette motivation, je te promets une récompense, lorsque la tâche est répétitive, lorsque la tâche elle est un peu mécanique, et que l'action ne demande ni passion, ni réflexion. Un peu un travail à la chaîne, si vous préférez. Dans ce cas-là, effectivement, on a remarqué que les gens avaient de meilleurs résultats quand on leur promettait une récompense. Mais la récompense, c'est quelque chose qui ne se fait pas n'importe comment. Il y a 3 règles d'or à respecter pour donner une belle carotte. Première règle, justifier la nécessité de la tâche. Il faut donner de bonnes raisons à l'employé, au collaborateur, pour dire, bah écoute, voilà, c'est pas quelque chose de facile, mais dans ce cadre précis, ça va aider. Par exemple, ok, on sait tous que purger la base avec tous les logs, en épluchant des logs parce qu'il y a un bug en prod, c'est pas la joie. Si on doit plus refaire tous les tests à la main, c'est pas du tout la joie. Mais voilà, il faut pas dire juste fais ça. Il faut dire ok, pourquoi on le fait. Justifier l'intérêt de cette tâche. Ça va peut-être permettre de sauver 400 000 euros parce que là on a une crise en prod, etc. Ok. Et il faut aussi faire preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie, c'est justement ok, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est une tâche ingrate, mais on va quand même devoir la faire et t'es la personne la mieux placée pour le faire. Toute ressemblance avec des histoires vécues de près ou de loin est purement fortuite, bien entendu. Dernière règle, c'est de donner de l'autonomie. Ok, on te donne une tâche qui est pas cool à faire, mais au moins on te donne la liberté d'agir selon comme tu veux. Ça, c'est les 3 règles à suivre. Et enfin, la récompense, donner une récompense, quelle forme de récompense on va donner? Tout d'abord, il faut bien faire attention à l'équilibre. Il faut que ce soit juste et équitable, une récompense. On va pas donner 1 million d'euros à quelqu'un qui a fait économiser 400 000 euros, ou peut-être 40 euros plutôt, sur un petit bug de production.
On va pas non plus donner une petite tape amicale sur le bras à quelqu'un qui a sauvé une entreprise d'une crise et d'une faillite potentielle. Récompenser sans prévenir et a posteriori. C'est une règle très importante qui est assez utilisée maintenant. On voit notamment dans le mouvement Management 3.0. On essaye de travailler des récompenses d'un type différent et que la récompense ne soit pas du tout attendue. Et qu'on se dise, tiens, voilà, il y avait ça à faire, et, ah bah tiens, en fait, finalement, tiens, je te donne une prime, ou je te donne quelque chose, tu t'y attendais pas, ça fait plaisir, merci. J'ai un ami chez Google, justement, à Tokyo, qui me disait que il avait reçu une prime de 25 000 $. Bon, c'est Google, hein, ouais. Et sans le savoir. L'équipe a reçu une prime, comme ça, chaque membre de l'équipe a reçu une grosse prime du jour au lendemain. Et après, ils ont dit, ok, bah, c'est parce que, voilà, ok. Mais sur le moment, ils n'étaient pas au courant qu'ils auraient reçu une prime. Bah, ils étaient très contents. On parle d'argent, tout ça, mais les récompenses peuvent être également non matérielles. Ça peut être de la reconnaissance. Moi, je sais qu'en tant que développeur, ex-développeur, j'ai toujours été profondément attristé par la reconnaissance du métier de développeur dans l'entreprise. Et ça a été une de mes sources de démotivation à un instant T, il y a à peu près 3 ans. Et je me dis que justement, s'il y avait eu des récompenses spontanées, non matérielles, au sein des missions dans lesquelles j'évoluais, bah peut-être que ça aurait pu changer la donne. Si on avait été récompensé de manière avec de la reconnaissance, avec de la satisfaction, de la communication un peu plus humaine, et ben je pense que il n'y aurait pas eu tout ce côté démotivant. Je vais vous parler maintenant du pouvoir de l'alphabet. A, B, X, I. Waouh. Génial. Alors, il y a 2 cardiologues américains, dans les années 50, qui ont fait des études sur les maladies cardiovasculaires. Plus exactement, les risques de maladies cardiovasculaires. Ils ont défini 2 types. Le type A, qui est un type où, généralement, les gens sont plus agressifs, cherchent plus la compétition, et sont de nature plus impatiente. C'est un petit peu l'esprit, voilà. Chacun pour sa gueule. Eh bien, ces gens-là, de type A, sont plus sujets aux maladies cardiovasculaires. En revanche, les personnes de type B affichaient une zénitude un petit peu plus épanouie, plus de bien-être, plus de satisfaction. Ils avaient plus confiance en eux. Et là, bizarrement, le risque de maladie cardiovasculaire était fortement diminué. On va maintenant essayer de comparer ça à 2 types X et Y qui ont été définis par justement des psychologues américains. Le type X représente les gens qui sont drivés par une motivation extrinsèque, drivés par le bâton et la carotte, surtout la carotte. C'est un type, on pourrait l'assimiler à, si c'était une énergie, ce serait du charbon. C'est quelque chose en fait qui n'est pas renouvelable, que l'on brûle. Tandis que la motivation intrinsèque, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est quelque chose, en fait, c'est une motivation dans laquelle on a une bonne dose de pression, mais très très équitable, qui n'est ni trop forte, ni trop faible. On n'est pas sous pression, on a un rythme soutenable, comme on disent les agilistes. Ces personnes-là ont généralement une rémunération assez équitable, selon leur poste, selon leurs achievements aussi. Un bien-être global beaucoup plus développé. Et si c'était une énergie, ce serait plutôt l'énergie solaire. Une énergie saine et infinie. Infinie, bien sûr, à notre échelle. Les scientifiques pointilleux auront apprécié cette petite digression. Il est temps maintenant de passer au cœur du sujet, la motivation 3.0. Yeah.
Faut voir ça un petit peu comme un système d'exploitation. Voilà. Là, il est temps de patcher un petit peu le système. Là. Il est temps de le patcher et de le mettre à jour. La motivation 3.0, donc, motivation intrinsèque. Ces trois composantes sont l'autonomie, la maîtrise et la finalité. L'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie finalement? Eh bien l'autonomie, on va parler de deux personnes qui ont défini le ROWE. C'est le Result Oriented Work Environment. C'est un système de management pour les ressources humaines. En fait, ils ont défini un environnement pour le travail où il n'y a ni horaire fixe, on peut arriver quand on veut. Tout est ok du moment que le travail il est fait. Je reprends l'exemple de mon ami chez Google. Quand je lui disais, mais chez Google, tu dois travailler vraiment super fort, quoi. En plus, il est dans une équipe Android. Android, c'est tendu. Il m'a dit, ouais. Le matin, j'arrive entre 11h30 et midi. Hein? Le soir, je pars à 22h. Ah oui, d'accord. Mais je peux partir à 18h, c'est pas grave. Du moment que le travail il est fait, il n'y a aucun problème. Ah ouais, d'accord, ça. Prenons l'exemple de Medius. Medius, petite entreprise de 22 salariés qui s'est intéressée justement à ces nouveaux environnements de travail et a essayé de changer la donne. Ils ont un peu tout cassé dans leur entreprise, dans le bon sens du terme. C'est horaire libre et objectif fixé, non pas par les supérieurs, mais avec les collaborateurs. Eh ben, il y a eu quand même deux départs. Il y a deux personnes qui n'ont pas accepté les nouvelles règles, qui se sont sentis un peu perdus là-dedans. Mais pour le reste, eh ben, la société a vu sa productivité accroître fortement, tandis que les employés, après interview avec les différents employés, on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus relax, ils avaient moins de stress. Parce qu'on leur a donné plus d'autonomie. Les employés, ça va faire plaisir à la plupart des gens. Les employés sont des partenaires et non des ressources. J'en ai marre que tous les jours, j'entends full-time equivalent, ETP, équivalent temps plein, des ressources, machin, tout ça. Non, pas des ressources, des humains, des partenaires. Ça, c'est important. Comme dirait Perceval, il faut être considéré en tant que tel. Donc oui, le management, qu'est-ce que le management au final? En fait, le management, ça n'a jamais été naturel. Ça a été inventé pour diriger des gens. Non? J'ai cru qu'il y avait une remarque intéressante. Ah, voilà. Et donc exactement, c'est une technologie le management. Et comme toute technologie, elle doit évoluer. Nous, de notre côté, on n'est pas une technologie. Mais notre comportement de base, c'est d'être curieux et autonome. Ça, c'est notre état de fait. On est naturellement curieux. Et autonome. L'autonomie, on va dire, il y en a qui disent, ok, on confond autonomie et puis, ok, être autonome, c'est faire le travail tout seul dans son coin, sans l'aide de personne. Ça, je l'ai entendu plein de fois dans les entreprises. Ok, ce mec-là, il est pas autonome parce que il demande de l'aide à machin. Waouh, ok. Faut pas confondre individualisme, indépendance et interdépendance. L'autonomie, c'est faire des choix et des actions dans le sens de l'interdépendance. On est ensemble, on travaille ensemble. On n'est pas forcément individualiste. Être autonome, ce n'est pas être individualiste. Entreprise que certains d'entre vous connaissent bien. Qui connaît Atlassian? Ok. Atlassian, donc l'éditeur de logiciels très connus comme Jira, comme Confluence, comme SourceTree. Ils ont inventé une journée très particulière
tous les trimestres qui s'appelle le FedEx Day, où il laisse 24 heures aux employés pour faire ce qu'ils veulent, comment ils le veulent. Le seul objectif, c'est qu'à la fin de ces 24 heures, on doit sortir quelque chose. Le FedEx Day. Donc. Et on verra ce qui peut en sortir, quoi. Et ben, ce genre d'initiative a pu créer de nombreux produits. Google également a commencé comme ça. Si vous utilisez des services comme Gmail, comme Google News, comme Gmaps, tout ça, ce sont des initiatives créées par des employés sur leur temps libre. Ainsi, on va conclure ce petit chapitre sur l'autonomie. Pour résumer, l'autonomie, c'est 4 conditions essentielles à respecter pour accorder de l'autonomie aux gens. C'est donner le pouvoir de décision aux collaborateurs sur quoi faire, quand le faire, comment le faire et avec qui je le fais. Voilà, ça c'est ces 4 composantes fondamentales qui assurent un bon degré d'autonomie aux collaborateurs. On a parlé autonomie, tout ça, soyons libres, c'est cool, mais il n'y a pas que ça. Waouh, effet de transition habile, nous sommes dans la pénombre. La maîtrise, donc la maîtrise, deuxième composante fondamentale de la motivation 3.0. Qu'est-ce que la maîtrise? Là, on va parler d'un homme très important, au nom parfaitement imprononçable. Donc je l'appellerai Monsieur C, pour la compréhension de la suite de cette conférence. Donc Monsieur C, psychologue hongrois, ce qui explique des choses, a travaillé beaucoup sur un sujet phare qui s'appelle le flow. Et il a étudié des joueurs. Les joueurs, ils ont un comportement assez particulier. Parce que quand on joue, généralement, on ne cherche pas la finalité, c'est le moyen. C'est le temps de jeu. C'est l'achievement qu'on débloque à la fin de nombreuses heures de jeu. Si je vous donne un jeu et que finalement vous pouvez tricher et vous dire ok bah je m'octroie ça y est j'ai fini le jeu, ça n'a aucun intérêt et vous n'allez pas y jouer. Donc le jeu, pour les expériences ludiques, le moyen c'est la fin. L'effort, c'est la récompense. Donc là on est dans un mode de pensée assez différent de ce qu'on voit dans les entreprises. Le flow, principale découverte de Monsieur C, c'est cet état de grâce, un petit peu. Un état d'esprit dans lequel on ne voit pas le temps passer. C'est, par exemple, quand vous êtes très pris dans une activité, que vous puissiez coder, par exemple, moi ça m'était arrivé, je me mettais à coder sur un projet vraiment super intéressant, et puis 5 heures plus tard, je regarde, waouh, il est déjà 20 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je fais de la musique, c'est pareil. S'il y a des musiciens dans la salle, vous allez tout de suite vous imaginer des après-midi entières ou des soirées entières à jouer par pur plaisir. Et sans compter les heures. Donc ce flow, c'est vraiment un état dans lequel le temps se dilate et on n'a plus cette notion de temps. La maîtrise, donc, il y a une part de difficultomètre. Le difficultomètre derrière moi, c'est pour illustrer justement que la maîtrise, ça fait partie de ces composantes de la motivation où si on est affecté à un travail à faire qui est trop simple, eh ben, on va trouver ça très ennuyeux et on ne sera pas motivé. Si au contraire, la difficulté est trop extrême, eh ben là, ça va provoquer une source de frustration. Le challenge est trop dur à relever, on n'a pas les compétences pour, on n'a pas le champ d'action pour accomplir cette mission, cette tâche. Et donc, bah voilà, c'est pareil, patatras, la motivation s'écroule. L'art de la maîtrise, c'est de mettre ce petit curseur justement au bon endroit. Que vous puissiez avoir des défis qui sont ni trop faciles, ni trop durs à relever. La maîtrise, donc, se définit par 3 lois.
3 lois qui sont, comme l'a dit le professeur professeur Dweck, professeur de psychologie. Elle a observé, il y a 2 façons de voir les choses. Les gens pensent de 2 façons différentes sur 3 axes. D'une part, et là on va plutôt parler sur les gens qui sont drivés par une motivation extrinsèque, l'intelligence est finie. On l'a acquise, c'est fini. Les objectifs sont des objectifs de performance, pour montrer qu'on est le number one, et l'effort est un signe de faiblesse. J'ai déjà entendu de nombreuses fois dans les entreprises me dire ah, lui il est resté jusqu'à 20h hier soir, il est nul. Et pourquoi? Bah parce que normalement après 19h c'est considéré être un signe de faiblesse que de travail. C'est qu'on va pas assez vite, donc on n'est pas assez bon. Waouh. D'un autre côté, on a une autre façon de voir les choses dans laquelle l'intelligence peut croître. On peut apprendre encore et encore. Les objectifs, du coup, ne seraient pas des objectifs de performance, mais ce seraient des objectifs d'apprentissage. Apprendre encore et encore. Et du coup, l'effort, c'est pas du tout vu de manière péjorative, là au contraire, l'effort c'est un moyen de progresser. Comme quand vous faites des arts martiaux, comme quand vous faites du sport en général, quand vous apprenez le piano, quand vous faites quelque chose, l'effort est un moyen de progresser. Deuxième loi de la maîtrise est une souffrance. Et ouais, le chemin n'est jamais sinueux, est très sinueux, au contraire, est très escarpé, c'est jamais une ligne droite. Et bah il faut suer. Il faut remonter les manches et se motiver pour maîtriser quelque chose. L'effort fait partie de ce qui donne sens à la vie. C'est beau. C'est pas de moi. Mais c'est une phrase que je trouvais assez forte pour illustrer ce côté justement souffrance. Et dernière loi de la maîtrise, c'est pas une ligne droite. La maîtrise, c'est une asymptote. Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à devenir le grand maître. Roger Federer, qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, il aura beau encore s'entraîner, encore, il n'arrivera jamais à maîtriser parfaitement le tennis. Il y aura toujours une marge de progression. Donc voilà, on se fixe un objectif et on maîtrise petit à petit jusqu'à un certain niveau, mais on n'atteindra jamais la maîtrise ultime. Donc ça, il faut en prendre conscience. Ça fait partie de la maîtrise. On va retourner dans le monde merveilleux des expériences sociales, sociologues, psychologiques, avec notre ami Monsieur C, très joueur, qui a voulu tester une expérience pour le moins bizarroïde. Il a proposé à des volontaires, il leur a donné un beeper, chacun, et il leur a donné l'instruction suivante. Le beeper, dès que le beeper sonne, vous notez ce que vous faites, où est-ce que vous faites, quand vous le faites, à quel moment c'est, avec qui vous êtes, et votre état. Si vous êtes dans un état de flow, vous le notez. Une fois les problèmes identifiés, le flow, les moments de flow identifiés, alors, petit aparté vite fait, ça, ce sont des signes avant-coureurs d'un trouble d'anxiété généralisée. Waouh, le mot fait peur. Nervosité, fatigabilité, difficulté de concentration, irritabilité, tension musculaire et trouble du sommeil. Si vous avez 3 de ces 6 symptômes, vous êtes fortement enclin à avoir des troubles d'anxiété généralisés. Le décor est posé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur C, après avoir recueilli justement toutes les informations de tous ses cobayes, il leur a dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, tous les moments de flow que vous avez identifiés, vous les supprimez de votre vie. À la place, vous faites autre chose, ou rien.
Et donc, au fur et à mesure, il a commencé à noter une dégradation du moral et de la santé des personnes. Et il a dû arrêter l'expérience. À votre avis, là je requiers une petite estimation de votre part, au bout de combien de temps il a dû arrêter l'expérience? Une semaine? Une journée? Une journée. 48 heures. 48 heures sans flow, les gens ont commencé à avoir des pertes de sommeil, troubles du sommeil, irritabilité, fatigabilité, difficulté de concentration, et un mal-être qui s'installe en soi. C'est assez impressionnant, mais ça nous montre que le flow, c'est pas une option. Le flow, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour le moral des gens. On repart sur le monde merveilleux des joueurs, et encore plus le petit monde des enfants, qui pour eux, en fait, la frontière entre le travail et le jeu, c'est un peu artificiel. Les enfants, ils passent leur temps à évoluer d'activité en activité dans lesquelles ils voient pas le temps passer, ils s'amusent, ils découvrent, ils expérimentent, recherchent de la maîtrise. Mais quand on grandit, finalement, on ne fait plus ça. On n'apprend plus de la même façon, on n'est plus dans cet état d'esprit. Pourquoi? Et ben Monsieur C, dans un de ses speeches, nous dit que finalement, on arrête à partir du moment où on considère que ça c'est un comportement puéril. Et c'est vu comme comportement puéril, donc du coup c'est mal vu, et on va arrêter de faire ça. C'est quand même dommage. C'est quand même très dommage. Voilà la maîtrise. Donc rappelez-vous, autonomie. Avec qui, quoi, comment, où. La maîtrise, c'est une asymptote, on souffre, faut que la difficulté soit bien dosée, on a un bon état d'esprit. Et maintenant, je vais parler de la dernière composante de la motivation, nouvelle génération, la finalité. Nous avons ici un cher monsieur que certains connaissent ici, qui s'appelle André Comte-Sponville, qui est un philosophe français, auteur, écrivain, monsieur multititre, qui nous a fait un talk assez sympa, voire carrément inspirant, sur le travail. Et qui partait du postulat que certains hommes politiques disaient il faut avoir la valeur du travail. Mais le travail, ça n'a pas de valeur. Le travail, on le fait pour créer de la valeur, pour quelque chose qui a de la valeur. Le travail, c'est un sens. Donc, il faut lui donner un sens à ce travail. Car nous tous, consciemment ou inconsciemment, on cherche tous du sens à ce qu'on fait. On cherche tous à savoir pourquoi on fait les choses et rechercher justement un sens profond derrière le travail. C'est pourquoi on assiste de nos jours, depuis quelques années maintenant, à un envol considérable du bénévolat. Les gens sont plus forcément motivés par le profit, mais ils sont motivés par quelque chose qui va plus loin, qui va au-delà de ça. Les organisations humanitaires, Wikipédia, regardez Wikipédia, la force de frappe encyclopédique maintenant que c'est. On a aussi un nouveau type de businessmen. Les businessmen qui maintenant veulent ne plus forcément être le requin à l'image d'homme d'affaires sans scrupules comme on pouvait le voir dans les années 80, mais un businessman qui veut donner du sens à ce qu'il fait. Pas seulement je crée une entreprise pour faire de l'argent. Non. Moi, je veux créer une entreprise pour pouvoir aider les gens dans le monde. Par exemple. Je veux une entreprise qui puisse dire ok, grâce à mes actions, les vaccins contre le sida coûtent 5 fois moins cher et on peut maintenant, les gens en Afrique peuvent se payer les vaccins. On a l'exemple de Tom Shoes, qui est une petite entreprise australienne de fabricant de chaussures. Pour chaque paire de chaussures achetée, ils offrent une paire de chaussures à un enfant dans un pays en voie de développement. Eux, leur but, c'est pas de faire de l'argent.
L'argent, c'est un résultat à côté. C'est un résultat à côté. Le but, c'est un but social. C'est un but qui dépasse simplement le cadre de l'entreprise. Des études ont montré que, au-delà d'un certain seuil de rémunération, bien sûr, il faut un minimum vital. Il faut un minimum, non pas vital, mais je dirais aussi social. Un salaire plus élevé n'implique pas un niveau de satisfaction plus élevé. Au début, c'est vrai. Au début, plus on est payé, mieux c'est. Mais à un moment donné, l'argent ne fait pas tout. Et plus on est payé, bah, on se rendra compte qu'on n'a pas forcément plus de satisfaction dans la vie. Petite encore aparté sur des études. Je vous abreuve d'études parce qu'en fait il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses intéressantes. Mais les résultats à chaque fois sont assez intrigants. On parle de l'université de Rochester, l'université new-yorkaise, où on retrouve notre ami Edward Deci, que vous avez vu au tout début de la presse. Edward Deci, qui avec ses disciples ont suivi des étudiants de l'université de Rochester pendant et après leurs études. Ils ont distingué deux groupes d'étudiants. Un groupe qui était motivé par des objectifs de profit et un autre groupe qui était motivé par des objectifs de finalité, qui avait au-delà du profit, qui n'était pas intéressé par le profit, ou dans une moindre mesure. Les étudiants qui étaient plus côté profit, donc bien sûr à la fin de l'expérience, ils ont interviewé les étudiants, les nouveaux employés, je dirais de la vie active, et ils leur ont dit, écoutez, comment est-ce que vous vous sentez? Ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris ceux qui réussissaient leurs objectifs. Ceux qui avaient réussi leurs objectifs de profit, eh ben, ils se sentaient pas plus satisfaits que quand ils étaient étudiants. La satisfaction, elle est restée linéaire, elle est restée au même niveau. Par contre, l'anxiété, ils étaient beaucoup plus sujets à l'anxiété qu'auparavant. C'est un peu dommage quand même. On va parler des étudiants maintenant qui étaient plus, qui avaient le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'autre. Ces étudiants-là, ils les ont revus. Et quand ils avaient réussi leurs objectifs de finalité, ils étaient globalement beaucoup plus satisfaits dans leur vie. Et inversement, ils avaient beaucoup moins d'anxiété dans leur vie de tous les jours. Beaucoup moins sujet à l'anxiété. Ainsi, c'est toujours important de se fixer des objectifs. Ça peut être même vital. Mais encore, il faut se fixer les bons objectifs. J'ai pas pu résister au rébut. Mais pour être brillant, il ne faut pas utiliser le bâton carotte, mais il faut plutôt donner un sens à ce qu'on fait, un sens qui dépasse, qui s'inscrit dans une réalisation beaucoup plus grande que notre simple personne. Une finalité beaucoup plus grande. Dernière partie, parce qu'on a parlé de la motivation extrinsèque, pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça peut être bien dans certains cas. On a parlé de la motivation 3.0. Qu'est-ce qui définit autonomie, finalité, maîtrise? Ok, donc le type I, c'est génial. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer du type X, extrinsèque, au type I, intrinsèque? On veut des réponses. Vous êtes d'accord? Ok, merci. Eh bien, une petite boîte à outils, voilà. Quelques-uns parmi tant d'autres. J'en ai sélectionné 3 ou 4 pour chacun des points. Pour vous-même, tout d'abord. Comment passer d'un type extrinsèque à un type intrinsèque? Faites sur vous, le test du flow. Programmez par exemple sur votre portable des alarmes aléatoires. Et à chaque fois que le portable sonne, eh ben vous notez ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites?
À quel moment vous êtes? Dans quel état vous êtes? Est-ce que vous avez des moments plus favorables que d'autres? Identifiez ces moments forts en fait de votre journée. Et après, dites-vous, comment est-ce que je peux peut-être réorganiser ma journée et comment multiplier ces expériences dans lesquelles je suis vraiment bien? Quelles sont les conditions qui font que je suis bien? Quelles leçons tirer de tout ça? Une personne qui travaillait pour John Kennedy lui avait dit, de peur que le président se disperse dans ses actions, lui avait dit: une personne peut se définir en une seule phrase. Si vous deviez résumer votre carrière, votre vie en une seule phrase, ce serait quoi? Par exemple, Roosevelt, ça pourrait être il a surmonté la Grande Dépression et il a gagné une guerre mondiale. Ça pourrait être quelqu'un qui il a su élever 4 enfants qui sont devenus super heureux. Moi, par exemple, c'est il essaye de transformer les choses à grande échelle pour que les gens ils soient mieux en entreprise. Pour que les gens ils soient heureux de se lever le matin pour aller travailler. Définissez-vous en une phrase. Ayez cet objectif-là, après. Et derrière, chaque jour, posez-vous une petite question. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux aujourd'hui que la veille? Essayez de progresser. Troisième petit truc et astuce, l'auto-évaluation. Auto-évaluez-vous, soyez franc avec vous-même. Fixez-vous des objectifs de performance, certes, mais d'apprentissage aussi. Définissez vos objectifs. Et là, je parle du système OKR. Le système OKR, j'en parlerai dans une prochaine conférence. Je fais un peu de teasing et de pub. Il fait partie du management 3.0. Dans les grandes lignes, c'est objectif, key result. C'est se fixer des objectifs qui sont non quantifiables, qui sont ambitieux. Et chaque objectif est relié à 4, 5 key result, qui sont un peu les indicateurs, qui eux sont quantifiables et mesurables. Par exemple, mon objectif c'est améliorer la visibilité du blog SWOT. Ok, ou plutôt que le blog SWOT soit le blog numéro 1 des SS2I. Ok, mais comment on fait ça? Eh ben, indicateur 1, je veux à la fin du mois plus 20% de visiteurs uniques par mois. Je veux indicateur 2, beaucoup plus de ping sur les articles. Je veux passer de 30% de plus de ping sur chaque article, etc., etc., etc. Règle fondamentale, il faut s'auto-évaluer, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, on revoit les objectifs et on se dit ok, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait, ça je suis à combien. Système totalement contre-intuitif, il faut pas réussir ses objectifs à 100%. Si on les réussit à 100%, c'est qu'ils n'étaient pas assez ambitieux. Si on les réussit à moins de 40%, c'est qu'on était trop ambitieux. Si on était 60, 70%, là, on est bon. Parce qu'on a appris, on a progressé, et on a encore une marge de progression. Il y a aussi d'autres règles fondamentales. Les OKR sont indépendants des primes, et les OKR sont transparents. Tout le monde peut voir les OKR de tout le monde. C'est un système qui a été inventé par Intel, et qui est utilisé par Google, Intel, Facebook, eBay, pas mal de grands géants du web. Faites les 5 étoiles de la progression. Alors ça va rappeler un peu les sportifs aussi. Et les musiciens. Faites la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est quoi? C'est évoluer vers de nouveaux objectifs. Fixez-vous des nouveaux objectifs à atteindre et forcez-vous à faire mieux. C'est pas évident, parce que derrière il y a un cycle de répétition. Répétez, encore, encore et encore. Il y a un de mes instructeurs d'arts martiaux qui m'avait dit, il avait été faire un stage en Russie, il m'a dit que le prof en Russie, il avait dit 10 000 répétitions. Tu maîtrises son coup de poing au bout de 10 000 répétitions. Et faut répéter, 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 répéter. C'est bien de répéter, mais après il faut savoir mesurer.
Sachez où est-ce que vous en êtes pour voir le chemin parcouru et le chemin à parcourir. Si vous répétez toujours do, ré, mi, fa, sol, la, si, do au piano, au bout de 5 ans, vous serez pas un Mozart. Donc sachez mesurer. Améliorez-vous, travaillez vos faiblesses. Monsieur Pérou, formidable. Travaillez vos faiblesses, bien sûr. On apprend beaucoup plus en travaillant ses faiblesses qu'en travaillant ses points forts. Roger Federer a su, même s'il était encore numéro 1 mondial, il a su franchir un nouveau stade dans la maîtrise de son art quand il a travaillé fortement sur son revers, qui était son principal point faible. Et il faut endurer. Soyez prêts à endurer. Soyez prêts à galérer, mais ça en vaut la peine. Pour votre organisation, ah là, ça nous concerne tous. Comment faire? Comment faire pour que les gens, les employés, les collaborateurs soient des personnes motivées intrinsèquement? On peut leur accorder un peu de temps libre. Chez Atlassian, 10%, chez Google, 20%. Là, bien sûr, on est sur des éditeurs logiciels. C'est encore une situation différente. Mais le fait est que de ce temps libre peut être canalisé et utilisé à bon escient pour sortir des produits qui déchirent. Récompense spontanée entre collègues. L'exemple des kudos. Les kudos, c'est un peu les petits encouragements cool. On peut afficher dans le bureau un kudo wall où on met des cartes anonymes ou pas. Sur je remercie un tel parce qu'il m'a bien aidé ou parce qu'il a fait ça. Ça mange pas de pain. Et pourtant, ça encourage et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, profitons-en. Faisons-le. Un truc super intéressant, c'est le test de Reich. Rien à voir avec un passé obscur de notre histoire. Le test de Reich, c'est comment vos employés parlent de l'entreprise. Est-ce qu'ils disent nous ou eux? J'ai pu faire le test au sein du client actuel chez qui je travaille, et je me suis amusé à écouter les gens qui parlaient, et c'était assez marrant d'entendre la différence. On a vraiment certains qui sont vraiment ont vraiment à cœur de faire les choses bien pour l'entreprise, donc ils parlent de nous. Ah oui, on n'est pas encore au point, mais on y travaille. On a une équipe soudée, et d'autres qui au contraire crachaient dans la soupe et qui se sentaient pas si bien que ça. Ils disaient mais eux, le codir, ils ont encore mis des bâtons dans les roues à tout le monde. Eux ils font ça. Moi je me dégage de ça. C'est un état d'esprit très différent et c'est un petit test très simple qu'on peut faire dans les entreprises pour savoir, pour connaître un peu l'état de santé de l'entreprise. Je l'ai dit, redit, mais c'est important. Parlons finalité plutôt que récompense. La finalité est une source de motivation beaucoup plus forte. Pourquoi pas tester les FedEx Day? Une journée, tous les X mois, je ne sais pas. On avait tenté les Solabs avec SOAT, et grâce à un de ces Solabs, en fait, on a alloué du temps, une journée complète, à des personnes motivées pour travailler sur un sujet précis. Grâce à ça, on a pu sortir le Kaizen Game, qui est un serious game aujourd'hui qu'on diffuse un peu partout et qui commence à être très connu dans la communauté des agilistes. Donc voilà, il y a des expériences comme ça qui sont bonnes à faire parce qu'au final, un vrai défi, c'est quand même vachement plus stimulant qu'un loisir contrôlé. Lancez-vous des défis. Il y a des gens qui font des hackathons qui passent 48 heures sans dormir et sans manger. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais pourtant ils arrivent à sortir des grandes choses. Ou pas. Mais il y a quand même eu des exemples assez frappants. Je conclurai sur pour les parents, ici dans la salle.
Comment motiver vos enfants? Eh ben, là encore, on peut tenter l'auto-évaluation sur leurs travaux. Écoute mon petit, ok, ton prof de maths il t'a mis 2 sur 20, mais toi si tu t'auto-évaluais naturellement, qu'est-ce que ça donnerait? Fixe-toi des objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Tac, tac, tac. Quel chapitre tu veux travailler? Et après, auto-évaluation sur, voilà, bah là j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là. Comment est-ce que tu as progressé? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris au final depuis la dernière fois? Et ça, c'est un peu une sorte de rétrospective pour le bout de chou. Important, l'argent de poche. C'est super bien qu'il ait son argent de poche. Il peut s'acheter des petits trucs, il peut gérer un petit peu d'argent. Ça, on remet pas ça en cause. Participer aux tâches ménagères, c'est super important aussi. Il aide à la vie de famille, il aide les parents. Toujours appréciable. Mais décorréler l'argent de poche des tâches ménagères. Je m'explique. Un bout de chou, on lui donne de l'argent pour sortir les poubelles. À la fin, on lui demande de sortir les poubelles. Ok, mais t'as pas d'argent, je sors pas les poubelles. Encore une fois, toute situation similaire et purement fortuite. L'art du compliment. Tout comme la récompense est un art, sachez complimenter. Mais complimenter, non pas l'intelligence, oh mon bout de chou, c'est le plus intelligent de tous. Non. Complimenter l'effort. Quel effort il a fait pour arriver là où il en est. Et complimenter à chaque fois pour une raison précise. Soyez spécifique. Ne soyez pas ah, c'est bien mon petit. Ok, allez, hop, va jouer. Non. Soyez spécifique. Ah, tu as là, j'ai vu que tu as fait un énorme progrès en maths. T'as appris beaucoup de choses dernièrement, t'as fait des efforts, c'est super bien. La raison est précise, mais il faut qu'elle soit bonne aussi. On va pas complimenter parce qu'il a frappé le prof de maths. Même si celui-ci a un point de vue légèrement différent du vôtre. Donnez-lui, enfin, une vision d'ensemble. Le petit bout de chou. Ou le grand bout de chou, ça dépend. C'est bien d'apprendre les maths, mais à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? C'est bien d'apprendre la géométrie, mais à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? La géométrie, bah, essayez de lui faire dessiner des plans d'architecte pour une maison, pour la maison de ses rêves. Montrez-lui à quoi sert la géométrie dans ce cas-là. L'histoire, apprenez-lui l'histoire, non pas parce que le prof d'histoire est un sadique invétéré, mais qu'il fait peur, qu'il lance des craies, mais plutôt parce que bah, l'histoire, naturellement, elle se répète, et que si on veut pas répéter les mêmes erreurs, c'est bien de savoir ce qui s'est passé avant. Voilà, soyez imaginatif, inventif sur comment inscrire ce que le gamin apprend dans la vie de tous les jours. Ce qui lui servira plus tard. Voilà. Il est temps de conclure, au final, sur cette soirée 3M. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Il y avait beaucoup de sujets, beaucoup d'expériences bizarroïdes, avec des noms à coucher dehors. Mais au final, si vous deviez retenir qu'une chose, c'est que la motivation, c'est pas une affaire de bâton de carotte, c'est une affaire d'autonomie, de maîtrise et de finalité. Bien sûr, cette présentation, je l'ai pas inventée de toutes pièces. Plutôt le contenu de la présentation. Le contenu, je l'ai pas inventé. Je me suis beaucoup inspiré de ce livre formidable qui est La vérité sur ce qui nous motive, écrit par Daniel Pink, qui fut en fait un conseiller en communication de Al Gore de 95 à 97. Et quelqu'un qui a fait de nombreux ouvrages sur le sujet de la motivation et du bien-être des gens. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous aurez quelques petits trucs et astuces pour renforcer votre motivation après.
Merci.